Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Ça va être super, super intéressant. Alors attendez, je partage mon écran. OK. Alors aujourd'hui, on a eu une journée incroyable en crypto parce que au réveil, Bitcoin avait fini de cracher. Bitcoin avait fini de cracher au réveil. Donc voilà, on a pu bombarder de trades à l'achat, de tout ce qu'on voulait. Tous ceux qui voulaient recharger ont rechargé. C'était une journée incroyable. On va y revenir plus tard, une fois que je vous aurai expliqué comment se déplace le marché. Alors déjà, avant de commencer, on va faire juste un petit point sur la psychologie. C'est une psychologie basique, mais qui va sûrement pouvoir vous aider au début. Dans ce milieu, déjà, il faut partir du principe que la seule certitude qu'on a, c'est que tout peut arriver et que rien n'est certain. Voilà, c'est la seule certitude qu'on a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu une magnifique journée. Peut-être que là, tout de suite, on va cracher et on va tout perdre. Voilà, il faut partir du principe que dans ce milieu, il n'y a aucune certitude. Et vous m'entendrez jamais, et vous m'avez jamais entendu dire dans ma story, ouais, il va se passer ça, c'est sûr, à 100%, nanana, etc. Non, parce qu'il y a toujours plusieurs scénarios. Il y a toujours le scénario des acheteurs, le scénario des vendeurs, le scénario du marché qui crache. Voilà, il y a toujours différents scénarios. C'est pour ça qu'on essaye toujours de rester safe, de trader à des moments safe, à des moments où on comprend un peu ce qui va se passer, où les probabilités sont hautes et sont avec nous. Donc voilà, premier point, rien n'est certain dans ce milieu. Ne soyez jamais sûr de rien. Quand vous ouvrez une position à la hausse, par exemple, commencez déjà à faire une analyse à la baisse pour comprendre à quel niveau ça peut se retourner contre vous, etc. Voilà, parce que voilà, dans ce milieu, des fois, c'est les montagnes russes, tu vois, et tu fais une journée de fou, et à la fin de la journée, si tu n'as pas sécurisé, si tu n'as pas pris de profit ou quoi que ce soit, boum, tu repères tout ce que tu as gagné. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, je fais du trading à la journée, je fais du day trading, parce que justement, les crypto-monnaies, c'est très volatile et donc elles adorent revisiter les niveaux. Et donc souvent, tu ouvres un trade le matin et si t'as pas pris de profit dans la journée, et ben, le truc, il retombe à zéro, tu vois, tout simplement. Même plus bas. Deuxième point, il faut toujours être stoïque dans ce milieu face aux événements. Ça veut dire quoi, être stoïque? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, les choses se sont passées exactement comme elles le devaient. Et vous ne devez rien regretter. Parce que regretter, pleurer sur le passé, ça sert à rien. Il faut c'est tirer des leçons immédiates des choses. Et voilà, il ne faut jamais regretter une décision, regretter quoi que ce soit. Il faut penser comme un robot, en fait. Il faut penser comme un robot. Quand on rentre sur une zone de recharge à l'achat, par exemple, on a identifié une belle zone de recharge, on rentre en spot, ou alors on ouvre un trade ou quoi que ce soit, il faut que tout soit déjà paramétré. Je sais déjà combien je risque de perdre, je sais déjà quel gain potentiel je vais faire, je sais déjà où je vais rentrer, où je vais sortir, et j'agis comme un robot, en fait. Voilà. Il faut pas sortir du plan, parce que dès que les émotions, elles rentrent en jeu, après, c'est la merde. Franchement, je vous le dis, c'est la merde. Donc voilà, les émotions, vous êtes votre pire ennemi sur les marchés. Le marché, il vous veut aucun mal, lui. Il fait son chemin, il fait sa vie. Vous êtes votre pire ennemi à vous-même. C'est vous et vos émotions qui vous mènent à votre perte, en fait. Tout simplement, parce que le plan en soi, à la base, il est censé être carré. Donc voilà, ça c'était pour le côté psychologie. Et aussi, quand je vous disais que le secteur est tendancieux et qu'il faut faire attention à où on met son argent, on parlait beaucoup de shitcoin et de tout ça dans le groupe là. Il faut que vous compreniez qu'en 2014, il n'y avait que 500 crypto-monnaies qui étaient recensées. 500 crypto-monnaies. Donc l'argent, il était à fond sur les crypto-monnaies qui existaient. Aujourd'hui, en 2025, il y a plus de 36 millions de crypto-monnaies en circulation. Il y a plus de 36 millions de tokens différents qui circulent sur les marchés. Donc attention à où vous mettez votre argent parce que l'argent, la liquidité, la vraie, elle se déplace dans le top 200, dans le top 100, dans les projets performants et pertinents, tout simplement. C'est pour ça, moi je ne veux pas vous apprendre à risquer votre argent, je veux vous apprendre à faire des trucs safe, tout simplement, parce que c'est ça le but. Alors, maintenant on va passer à la technique et donc on ne va pas quitter TradingView. Alors déjà, on va voir
comment les marchés se déplacent. Une seconde, je vais juste chercher ma souris parce que ça va être compliqué sinon. Alors, j'ai la souris. Alors, le marché. Voilà. La dernière fois, je vous avais fait des petits croquis. Vous allez voir que ça va être vachement sympa. Alors, tout ce qu'on va voir là, ça va être sur le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que c'est celui qui va le mieux répondre à nos analyses, dans le sens où tout ce qu'on va apprendre, on peut le voir sur tous les graphiques. Tous les graphiques qui existent sont analysés à peu près de la même façon, et au final, c'est juste que en crypto-monnaie, il faut toujours analyser avant tout le Bitcoin parce que imaginons tu as un setup haussier sur le Solana, sur je sais pas quoi, et ben c'est Bitcoin qui va piloter. Si Bitcoin se met à cracher comme là ces 3 derniers jours, et ben ton setup haussier sur Solana, bah tu peux te le mettre sous le nez, tu vois. Voilà, donc c'est Bitcoin qui drive le marché, donc c'est lui qu'on va analyser. Donc en premier, je vais tout vous expliquer sur des petits croquis, mais le marché il se passe pas comme ça. Comment dire, il faut l'interpréter en fait. Ça, c'est les notions, mais après, il va falloir interpréter les choses parce que rien n'est parfait sur le marché. Ça a rarement cette tête-là. Bon, à part aujourd'hui, ça avait un peu cette tête-là. Alors, je vous explique. Le marché, en fait, il ne peut faire que trois choses dans la vie. Soit il monte, soit il descend, soit il reste sur place et il consolide une zone. Quand il reste sur place et il consolide une zone, il fait ça en fait. Tu vois, il fait des trucs comme ça dans une espèce de zone qu'on peut encadrer. On peut appeler ça un order block ou un range ou voilà. Ça consolide une zone, ça reste sur place. Une tendance haussière, je vais vous expliquer. Ça, c'est la théorie de Dow. Dow, c'est un très grand trader qui a découvert que dans une tendance haussière, le marché fait des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts. D'accord? Et en général, on peut relier tous les points bas, hein, pas les points hauts, dans une tendance haussière, on va pouvoir relier tous les points bas avec une droite de tendance. D'accord? De temps en temps, on va pouvoir cloner cette droite et faire un espèce de canal, comme ça, qui va être assez symétrique des deux côtés. C'est assez parfait pour faire du trading, mais bon, on va plutôt se contenter d'identifier des tendances haussières. Donc le marché, en fait, il fait toujours la même chose. Il fait toujours une impulsion, une correction, une continuation. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, pareil ici, impulsion vers le bas, correction vers le haut, continuation vers le bas. Ça se passe toujours comme ça. Là, je voulais détailler en ABC pour que vous compreniez bien. On a toujours une impulsion énervée, une correction dans un canal baissier et une autre impulsion, une continuation. Et à l'inverse, à la baisse, c'est pareil. Une impulsion vers le bas, un canal haussier et une autre impulsion vers le bas, une continuation. Donc ça, c'est vraiment la structure basique, la structure qu'on retrouve partout. C'est ce qu'on appelle un drapeau haussier ou un drapeau baissier. Voilà, donc pour identifier une tendance haussière, ça se passe comme ça. En fait, à chaque fois que le marché vient casser son ancien plus haut, par exemple là, pendant la continuation, le marché vient casser le haut de cette impulsion-là. Et bien ça, on va appeler ça un break of structure, un BOS, break of structure. Et donc, ça veut dire qu'on a une continuation, correction, continuation, correction, continuation. Un moment, le marché va arriver à un endroit où il va plus pouvoir avancer, il va plus pouvoir monter, il va arriver dans une zone de résistance. Les zones de résistance, qu'est-ce que c'est? Les supports et les résistances. C'est des poches de liquidité, en fait. On peut faire l'analogie avec une gourde. Une gourde, à force de taper dedans, à force de boire dedans, il n'y a plus d'eau. Et bien là, en fait, les résistances, c'est pareil, tu vois, c'est des poches de liquidité. Et donc, en fait, c'est des endroits où il y a beaucoup d'ordres. Tu vois, des ordres, par exemple, sur une résistance qui va se trouver en haut, il va y avoir beaucoup d'ordres de vente. Et donc, les vendeurs vont commencer à repousser le marché, repousser le marché. On va essayer de revenir taper, taper, taper. Et comme la gourde,
Et bah, à force de taper dans la résistance, bah, il n'y a plus d'argent. Et donc, des fois, on va taper une fois, deux fois, trois fois, on va casser directement. Mais des fois, on va faire une tendance haussière, on va être retenu, et là, en fait, on va avoir un changement de direction, un change of character, c'est-à-dire que on va arrêter de faire des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Le marché va s'inverser tout simplement parce que ici, ce point-là n'est pas plus haut que celui-là. Et là, en fait, on va faire une impulsion baissière qui va casser cet ancien plus bas. Et en cassant cet ancien plus bas, tous les traders vont commencer à comprendre que on change de direction. Et même si le marché il revient essayer de retester de je sais pas quoi, même sur la résistance ou quoi, et ben tant qu'il ne casse pas ce plus haut-là, tout le monde sait que ça va tomber. Ça va tomber, ça va s'inverser. Voilà. Le marché monte, il arrive sur une zone de résistance, il se fait repousser, et là, il casse ses anciens plus bas. Et là, le marché s'inverse. Et donc, on va pouvoir tracer encore une ligne de tendance, mais sur les plus hauts cette fois, sur les sommets, parce qu'elle est baissière. Donc ici, imaginons, on est dans une tendance haussière qui fait ça. A, B, C. On va monter. Ici, on va faire un canal baissier, un genre de petit canal comme ça. Et là, en fait, on aura tracé notre zone de recharge, parce que ça se passe toujours comme ça, que ce soit pour faire du trading, que ce soit pour faire de l'investissement. On trace toujours des zones de recharge. Le prix vient recharger à l'intérieur. Et là, pareil, on a encore un changement de direction. Parce que ici, en fait, on va pas réussir à passer la zone. On va être retenu par un support. Et donc, le marché va arrêter de faire des points bas de plus en plus bas. Et il va commencer à faire des points hauts, des points bas de plus en plus hauts. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête de descendre. Le point bas ne descend pas plus bas que celui-là. Et à un moment, on va casser cet ancien sommet. Et quand on aura cassé cet ancien sommet ici et qu'on aura fait un plus bas qui n'est pas plus bas que celui-là, le marché s'inverse. Boum, boum, boum. Et peut-être que là, on n'avait pas réussi à casser la zone de résistance, mais comme je vous ai expliqué avec la gourde, eh ben, peut-être qu'à un moment, on a épuisé toute la liquidité et tous les ordres de vente qu'il y a là-dedans. Et donc, bam, on casse. Tu vois, on casse tout simplement. Et après, on va venir retester la résistance. Et en général, on vient retester et la résistance devient un support. Maintenant, il y a de la liquidité à la hausse qui va nous propulser comme ça. Donc voilà, le marché se déplace de cette façon, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Donc il faut bien reconnaître en fait le sens des impulsions, le sens du marché tout simplement. Mais ça, on va y venir un peu après. Donc comme je vous ai dit, soit le marché il fait une impulsion en A, une correction en B dans un canal baissier et une autre impulsion, ça c'est un drapeau haussier. Soit il le fait vers le bas, mais ou alors il peut aussi, il y a un autre scénario, c'est que on fait une impulsion haussière et on fait un canal haussier. Et donc ça veut dire qu'en fait, l'impulsion est en train de s'essouffler. On s'essouffle, on s'essouffle, on s'essouffle, on s'essouffle. Et vu qu'on n'a pas corrigé dans un canal baissier comme là, et ben arrivé au bout de l'essoufflement, bam, le marché nous met la dose. Voilà. Au lieu que ce soit une continuation, vu que là on avait une impulsion, un canal haussier d'essoufflement, boum, on s'inverse comme ça. Le marché, en général, 90% du temps, il nous fait ces trucs-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après, oui, il y a un tas de patterns, de pullback, de machin truc, etc. Mais ça, c'est la base de la base. Le marché, une tendance haussière, il fait des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Le marché, en tendance baissière, il fait des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Et quand on arrête de faire des points bas de plus en plus bas, le marché s'inverse et il repart. OK? Ça, c'est la base, les gars. C'est le truc le plus important à comprendre dans n'importe quoi, dans ce milieu. Voilà. Par exemple, on va se la faire. Je vais vous donner un ou deux exemples. Là, on est sur le Bitcoin, on est en 4 heures. Donc, en 4 heures, bon, en 4 heures, c'est des hyper grands mouvements. Donc, je vous explique vite fait le caractère fractal des marchés avant qu'on enchaîne, parce que c'est vachement important. Là, en fait,
comme je vous l'ai dit, tout ce que vous voyez dans des grandes time frames, c'est la même chose dans des petites time frames. Par exemple, dans des grandes time frames en daily ou en H4, si tu vois ça, un truc comme ça, bah, il faut comprendre que dans cette impulsion-là, si tu plonges dans cette impulsion en 1 minute ou en 3 minutes, tu vas voir qu'en fait, elle est remplie, cette impulsion, elle est remplie de figures comme ça, mais en 1 minute ou en 5 minutes. Tu vois, en fait, si tu veux, en fait, c'est fractal dans le sens où peu importe la structure que tu as, peu importe la bougie que tu as en grande time frame, si tu plonges dedans, tu vas voir des dizaines de petites structures comme ça, etc. Parce que les petites time frames forment les grandes. Et donc, ce que je vais t'expliquer par là, il y a un mec qui expliquait ça vachement bien, c'est le gars qui a inventé la théorie des vagues d'Elliott. Les vagues d'Elliott, je m'en sers pas sur le Bitcoin parce que le Bitcoin, il fait des mouvements très imprévisibles, des trucs de fou, tu vois. Des fois, ça crache de fou, ça met à mal toute ton analyse et tout. Donc, je me fie pas exactement à ce que dit Elliott à ce sujet-là, mais en gros, il dit que une hausse, ça va être composé de 5 mouvements, je crois. Donc, un, 2, 3, 4, 5, suivi de 3 mouvements correctifs. Donc, un, 2, non, plutôt un, 2, 3. Voilà. La correction, elle doit faire 3 mouvements correctifs. Et après, boum, on repart. En général, c'est ça. Mais moi, j'applique pas trop ça. Mais en fait, c'est pour vous expliquer le caractère fractal du marché. Donc, le marché, ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous voyez ça, là, par exemple en H4, vous voyez un truc comme ça en H1 ou en H4, ben, il faut comprendre que ça, si vous la décortiquez, ça vous donne, si vous vous mettez en 5 minutes ou en 15 minutes ou en 1 minute, vous allez voir ça. Vous allez voir ça. C'est là où je vais vous dire que c'est fractal. Parce que ici, ça et ça, juste ça et ça, ces deux morceaux-là, c'est tout ça et tout ça dans les petites time frames. C'est là où je veux en venir. Donc, ici, il faut des heures et des heures en grande time frame pour faire ce mouvement-là, alors qu'en 1 minute, et bah, boum, 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 on en a un toutes les 10 minutes, un mouvement comme ça, tu vois. C'est ça que je veux vous dire, c'est que en fait, dans toutes les time frames, il y a des trend lines, il y a des supports, il y a des résistances, des machins. Mais si tu veux, dans une tendance, on va dire dans une tendance haussière en grande time frame, et bah, dans une tendance haussière en grande time frame, il y a des dizaines de petites tendances haussières, petites tendances baissières, petites tendances machin, etc. Parce que ça fourmille en fait. Plus tu précises le marché, plus ça fourmille d'informations. Donc là, on est en 4 heures. On est en 4 heures, donc on va se mettre en 1 heure plutôt pour vous expliquer ça, pour voir un peu le marché plus clairement. Donc j'ai essayé de trouver des exemples où on voit vraiment bien ce que je viens de vous dire. Donc par exemple, là, on a une belle correction. On a une très belle correction, donc on a touché un plus haut. Je crois que là, c'était même notre sommet. Notre premier, non, non. Si, ouais, c'est le premier ATH à 108K. On a cassé ici à 109K. OK. Donc là, on fait un premier ATH. Et le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il fait exactement ce que je vous dis. Il fait une impulsion baissière, un petit canal haussier, une impulsion baissière. Et attention, parce que là, là, c'est d'un jour à l'autre. Moi, c'est ce que je fais pour trader ça. Quand je fais du trading, par exemple, je vais pas prendre cette impulsion parce que je m'y attends pas. Mais là, je vois un petit canal haussier. Et ben, ici, je vais essayer d'ouvrir un trade à la baisse pour avoir toute ma journée à la baisse et puis prendre mon trade. Le lendemain ou la nuit, petit canal haussier, là. Petit canal haussier, hein, c'est pas une impulsion qui vient casser l'ancien plus haut, etc. Donc, petit canal haussier. Et ben, le lendemain, boum, j'essaie d'ouvrir un trade à la baisse et de prendre la continuation. Là, on refait un petit canal haussier. Boum, on recasse tout, tu vois. Et ça fonctionne que comme ça. Ici, on fait une impulsion haussière. Là, on se rend compte que ça, c'est une impulsion. D'accord? Parce que regardez, si on regarde bien ce qui s'est passé. Donc, à partir de là, là, on fait un plus haut. Ici, on fait un plus bas. Ici, on fait un plus haut. Même, il est là, en vérité, le plus haut. Parce que là, il est le plus bas. Donc là, il y a le plus haut. Et ben, là, on descend là. Et là, on se rend compte que cette impulsion-là, elle va carrément casser cet ancien plus haut. Donc à partir de là, on commence à s'inverser, d'accord? Ici, on fait un grand canal baissier des familles, des familles, des familles. Et là, ce point bas, il n'est pas plus bas que celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire?
et bah que là, le marché va chercher à repartir. Et là, le petit enfoiré, qu'est-ce qu'il nous fait? Une belle impulsion, mais ici, il nous fait un canal haussier d'essoufflement. Et donc, bam, on s'inverse. C'est exactement ce que je vous ai expliqué. Si on fait une impulsion, un canal baissier et une impulsion qui vient casser ce plus haut-là, alors là, on est dans la grosse remontada, tu vois. Maintenant, on fait une impulsion là, elle casse pas cet ancien plus haut. Et là, on fait un canal haussier. Et bah, dès le lendemain ou deux, trois jours après, dès que je vois que là, ça casse le canal, j'ouvre un trade là, boum, je prends ça. Le lendemain, encore un canal haussier, boum. Ici, encore un canal haussier, boum. Et voilà. Et le marché ne fait que ça. Regardez ici, une impulsion, un canal baissier qui descend pas plus bas que ça, hein, ou même ça, là. Donc, boum, on continue. Ici, un petit canal baissier, on continue, etc., etc., etc. Donc, des fois, c'est un peu compliqué à identifier parce que, comme je vous dis, le marché, il adore faire des crashs. Le Bitcoin, les gars, il adore faire des gros crashs. Et en fait, pourquoi le Bitcoin, il fait ça? Pour nettoyer la zone, pour nettoyer les traders. Et c'est pour ça que ce matin, je vous disais, ouais, aujourd'hui, il y a plus de 2 milliards qui ont été liquidés en 24 heures. Parce que le marché, il bouffe des traders au petit-déj, au dîner, au déjeuner, tout le temps. Il fait que ça, bouffer des traders. Tous les gens qui sont positionnés à la hausse, là, dans ce grand mouvement haussier, les bas là, ils se sont tous fait défoncer. Donc tous les mecs qui font du trading long terme, là, et qui sont pas comme moi à faire du trading à la journée, ils sont tous morts, juste avec cette mèche-là, tu vois. Et ça fonctionne tout le temps comme ça. Comme je vous l'ai montré là, on a une montée. Ici, on a un canal baissier qui nous ramène pas plus bas que ce plus bas là, ou même celui-là. Donc, une continuation, bam, 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 bam. Ici, on fait un plus haut, un beau canal baissier comme ça. Boum, on casse la zone, on y va. Et voilà. Et le marché avance tout le temps comme ça. Le marché, en fait, un marché qui s'est bien comporté, c'est un marché qui ferme la boucle, tu vois. C'est un marché qui, comment dire, un marché qui s'est bien comporté, si j'arrive à virer ça. Attends, elle est où ma barre, là? Hop. Un marché qui s'est bien comporté, c'est un marché qui fait ça. Euh, tac, ok. Et là, il ferme la boucle. Et à chaque fois, il ferme la boucle. Vous voyez? Là, on a fermé la boucle. Ça veut dire que tous les ordres ont été ouverts. Souvent, on fait des retours dans les zones, en fait, parce que les ordres n'ont pas été ouverts. Parce que si vous voulez, ce qui fait bouger le marché, c'est les institutions. Et les institutions, quand elles envoient un vrai mouvement, bah, le problème, c'est qu'elles déséquilibrent le marché entre les ordres d'achat et les ordres de vente. Comment je peux vous trouver ça? Peut-être que je vais en avoir un d'aujourd'hui. Voilà, de toute façon, il faut que je vous parle de ça. C'est même pas prévu pour aujourd'hui, en fait, là, ce que je vais vous dire. C'est même pas prévu pour aujourd'hui, ce que je vais vous dire. Donc, je voulais vous expliquer comment avance le marché. Toi, comment avance le marché parce que je voulais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui c'était facile, comme à chaque fois que le marché crash. Quand le marché crash, les gars, c'est le meilleur jour pour les traders. C'est un truc de fou parce qu'à chaque fois, ça se passe de la même façon. Donc, je vais supprimer les choses et on va le refaire ensemble. Quand le marché crash, à chaque fois, il finit sa course par une extrême volatilité. Extrême volatilité, d'accord? Là, on arrive sur des... Regarde un peu la gueule des mèches. Je vous ai expliqué les mèches, en fait. La bougie, elle a ouvert là, elle est montée un peu. Attends, on va zoomer, on va zoomer, on va zoomer. Cette bougie, elle a ouvert là, elle est montée faire sa mèche, elle a craché ici et elle a clôturé là. Pourquoi? Eh bien, parce que là, Bitcoin a touché une zone de demande, les gars, où il y avait beaucoup, beaucoup d'ordres d'achat qui était prêt à être déclenché. Dès qu'il a touché cette zone, on redécolle direct. Et à partir de là, bah, on voit bien que entre là, les ordres qu'il y avait ici, entre 91 200, ça a été propulsé illico à 95 000.
Ok, donc Bitcoin, il a pris 4000 balles sur une seule poussée, là, juste parce qu'il est venu toucher la zone de demande. Cette zone de demande, sur mon graphique, elle est tracée depuis très longtemps. Bah, en fait, c'est le support, tout simplement. C'est ce que je vais vous montrer après, là. Voilà, on est comme ça. Bitcoin, il s'est arrêté pile poil sur la zone de demande, donc pile poil au même endroit que là, ce jour-là. Presque pile poil au même endroit que là, presque au même endroit que là. Enfin voilà, on s'y attendait en fait. On s'y attendait. Et donc, moi, j'étais pas réveillé à cette heure-là, parce que là, il était à minuit. Alors, ce matin, je me réveille. Attends, tout ça dans ces eaux-là. Voilà. Ce matin, je me réveille sur les coups de 5 heures. Donc, Bitcoin, il a fait ça, il a bien craché. Là, il a récupéré ses 4000 points, il s'est battu, il s'est battu. Qu'est-ce qu'on a eu à partir de la zone là de demande? On a eu une impulsion. Ça, on voit bien que c'est une impulsion, hein. C'est pas comme depuis 3 jours où ça fait semblant de monter, ça fait style. Vous faites pas baiser dans un crash à vouloir rentrer dès que vous voyez une bougie verte. Parce que il y a plein de gens qui cherchent à rentrer. Il y a plein de pièges haussiers sur des niveaux assez importants. On va vous faire croire que ça repart. Vous ouvrez des gros trades et boum, ça s'inverse, on ravale tout et vous vous faites bouffer. Bitcoin ne s'inversera que sur un niveau clé. Les niveaux clés, c'est des supports, des résistances, des niveaux Fibonacci et des zones de recharge. C'est tout. Il s'arrêtera pas au milieu de nulle part ou quoi que ce soit. Non, moi j'avais une belle zone de recharge autour des 100K. On l'a transpercé. On m'a fait croire qu'on allait repartir. J'ai ouvert un trade, j'ai perdu. Voilà. Comme je vous ai dit, il faut être OK avec le principe de perdre des sous parce que j'ai perdu un trade, j'en ai rentré 7 et des trades à plus 500%, plus 800%. Là, enfin, celui-là, il va faire plus 800%, plus 300% ce matin, etc., etc. Bref. Voilà. Donc, quand ça se pète la gueule, ce matin, on a quoi? Donc, une impulsion du Seigneur. Ça, je vois tout de suite que c'est une impulsion. Et là, on a un grand canal baissier. D'accord? Alors, j'ouvre mon outil, mon Fibonacci de prédiction, et je trace ma zone de recharge. Ici, entre la ligne rouge et la ligne violette, comme d'hab. OK? On va mettre en vert pour que ce soit comme chez moi, qu'on aime bien coloriser les choses pour bien comprendre. Voilà, donc là, on vient, on touche ça. J'ai ouvert un trade ici. Celui-là, c'est celui-là que j'ai en cours actuellement, qui est parti à toute berzingue. Ici, pareil, on fait une impulsion, on fait un tout petit canal baissier, mais tout petit. Là, on n'a pas corrigé jusqu'à la zone de recharge. Il y avait une zone de recharge sur cette impulsion aussi, mais elle était beaucoup plus bas. Là, on était vraiment bullish de ouf, donc on a conservé la bullishitude. Donc, en fait, je vous explique sur cet outil, regardez, sur cet outil, je vais vous expliquer, c'est simple. Le marché, il fait une impulsion, d'accord? Donc, je prends toujours l'impulsion. Il fait une impulsion, bam. Euh, hop. Après, il va se mettre à corriger comme ça sur les niveaux. S'il conserve ce niveau, le deuxième niveau, là, le blanc, s'il conserve ce niveau, ça veut dire qu'il reste haussier de ouf, qu'il est haussier toute patate. D'accord? S'il fait ça, on est haussier toute patate. Et c'est exactement ce qui vient de se passer là. C'est-à-dire qu'à partir de là, sur cette impulsion jusqu'ici, on a conservé le deuxième niveau, on n'a même pas touché celui-là, là. On l'a conservé. Donc, ça veut dire que là, on était beaucoup trop haussier. D'accord? Donc, cette fois, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer à partir de ce plus bas l'impulsion. Donc, elle a fait impulsion, petit canal baissier, impulsion. Donc, à partir de là jusqu'à ce plus haut-là, je trace ma zone de recharge. Je vous le donne en 1000. Voilà. Donc là, depuis ce plus bas, impulsion, grand canal baissier des familles, dans la zone de recharge. Les gars, c'est comment
Et voilà, voilà. Donc rien que ce matin-là, j'avais deux entrées, pépites de ouf, les gars. Donc ça se passe toujours comme ça. À chaque fois que Bitcoin crash, il faut pas chercher à attraper un couteau qui tombe, les gars. Si vous voyez des mouvements comme ça, il faut être à la baisse, tout simplement. Il faut le prendre à la hausse une fois que vous avez un buy setup. Un buy setup, un setup d'achat. Ça veut dire qu'il faut qu'il se casse la gueule, il faut qu'on le rattrape, qu'il fasse un mouvement. Vous attendez quelques heures parce qu'on n'a pas assez de données graphiques sinon. Et une fois que vous avez compris qu'on est dans un canal baissier de correction et qu'on retombe pas comme une pierre, comme ça en ligne droite, eh ben, ça veut dire que les acheteurs sont là, les acheteurs sont en train d'inverser le flux. Et donc, vous tracez des zones de recharge. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous ai dit, le marché est fractal. Ça veut dire que là, ça veut dire que quand je trace des zones de recharge sur mes graphiques, vous voyez tout le temps des grosses zones vertes, des grosses zones rouges et tout. Quand je trace des zones de recharge en 4 heures, elles sont ultra pertinentes. Et ben, quand je trace des zones de recharge en 1 minute, les gars, regardez à quel point c'est pertinent. Donc, le marché est fractal. Donc, tout ce que je vais faire dans des grandes échelles de temps, je fais la même chose dans des toutes petites échelles de temps. Et c'est comme ça que j'arrive à être précis au dollar près. Et c'est comme ça que j'arrive à ouvrir des trades en x100 en étant serein. Tout simplement parce que, regardez, sur mon graphique, à chaque fois que j'ouvre un trade, c'est ça en fait, un trade, c'est ça. Une simulation de trade, c'est ça. Hop, voilà, je vais, je vais en fait, je vais essayer de remplir un carré, tout simplement. Et donc ça, c'est ma zone de sécurité. La zone bleue, c'est là où je vais mettre ma sécurité pour que le marché me sorte automatiquement, si jamais je perds ou quoi. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est attraper un trade en bas de la zone de recharge, de l'autre côté de la zone de recharge. C'est là que ça m'intéresse vraiment. Donc imaginons le prix, il arrive tout en bas de la zone de recharge. Et ben là, je vais ouvrir un trade ici et je vais mettre mon stop vraiment juste en dessous. Juste en dessous. Parce que je sais que c'est ma zone de recharge, les gars. Donc voilà, grâce à ça, je peux ouvrir des trades en levier x100. Et attendez, parce que on va être encore plus fou que ça. Regardez là, on est en 1 minute, hein, ok? On a tracé la zone de recharge, donc, du grand mouvement là qui était juste avant. Et ben quand le marché est venu ici, en bas de ma zone, je pouvais ouvrir ça, les gars, et retracer une zone de recharge ici, parce que le marché est fractal. Et donc, si je me mets à zoomer, les gars, vous allez vous rendre compte que on réagit pile poil. Et là, on a une mèche qui réintègre immédiatement. Ça veut dire que quand la bougie, là, elle a percé ça, on a réintégré immédiatement cette micro-zone de recharge de cette toute petite impulsion haussière. Alors, cet outil-là, je vais vous apprendre à vous en servir dans la prochaine séance parce que c'est cet outil-là qui trace les zones de recharge, c'est celui-là qui va tout changer. Et il nous faut beaucoup de temps pour en parler, pour l'aborder, parce que il est ultra complexe et très peu de gens savent vraiment s'en servir de toutes les manières possibles. Et j'ai bûché là-dessus nuit et jour sur cet outil-là, les gars. C'est de la magie. Cet outil, c'est de la magie. Regardez, ça, c'est une zone de recharge. Ça, c'est une petite zone de recharge. Et tout est millimétré, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc voilà, en fait, je fais que ça. Au début, je traçais des supports, des résistances, des lignes de tendance, des machins. Il y avait des lignes partout, des bordels de fou. Maintenant, je trace que des zones de recharge. C'est tout. Dans toutes les time frames, dans toutes les fractalités temporelles. Et puis voilà. Et ça fonctionne de fou. Donc, maintenant que vous avez compris comment le marché fonctionne, bah, à chaque fois c'est pareil les gars. Ici on a une impulsion jusque-là, on fait un canal baissier, boum, on a une impulsion, on a un petit canal baissier, on a une impulsion, etc., 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 etc. Là on va essayer de péter cet ancien plus haut là. Si on y arrive, bah, ça continue. Moi de toute façon j'ai prévu qu'on aille combler le gap CME. Le gap CME, je vais vous en parler, je pense, pas tout de suite, ça sert à rien. Pas tout de suite, ça sert à rien. Mais grosso modo, en fait, le CME, en fait, regardez, c'est ce graphique-là. Et à chaque fois qu'il y a un trou dedans, c'est historique, hein. À chaque fois qu'il y a un trou dedans, on vient le fermer.
Voilà, que ce soit immédiatement dans une semaine, dans un an ou quoi, on vient le fermer. Vous pouvez tracer des zones sur tous les trous qu'il y a dans ce graphique. On vient tout le temps fermer la zone. C'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est un peu des trades cadeaux, des mouvements cadeaux. Donc, on va retourner sur notre graphe. Putain, j'espère que je vais réussir à le retrouver. Je sais pas sur quel compte ça m'a mis là. Attendez, je crois qu'il faut que je me reconnecte. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis pas sur le bon compte, juste une seconde. Alors ensuite, ah oui, ah oui, les droites de tendance, il faut que je vous explique comment on les trace. Parce que je vous dis ça, je vous parle des droites de tendance, etc. Mais il y a des règles précises pour les lignes de tendance, pour avoir les bonnes lignes de tendance. Alors je vais vous les donner tout de suite. Si j'arrive. Merde, je me suis reconnecté avec le mauvais compte. Putain, je suis un sgeg. Oh là là, je suis un sgeg de ouf. Ok. Il me faut l'autre pour avoir mes dessins. Il faut que je récupère mes dessins, désolé. J'en ai encore besoin. Ok. Ok. J'aimerais bien me connecter, genre. 2 minutes, hein. Désolé. Qu'est-ce qu'il me faut? Peut-être s'en sortir. Yes. Alors, reprenons. Pour les lignes de tendance, les droites de tendance, il y a deux règles. La première règle, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle ait 3 points de touche. Il faut que vous puissiez la tracer depuis sa base. En général, une ligne de tendance, on la prend du début d'un mouvement, tout simplement. Début d'un mouvement ou du haut d'un mouvement, si c'est une ligne baissière. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait 1, 2, 3 points de touche. Et là, elle est pertinente. Ça devient un niveau de référence pour beaucoup de monde qui vont essayer de pousser le marché, parce que ça encore, c'est une résistance oblique. Une ligne de tendance, c'est une résistance oblique, en fait. Mais c'est une résistance, c'est une poche de liquidité, elle aussi, hein. Donc ça fonctionne comme un support ou une résistance. Et donc, une ligne de tendance, il faut qu'elle ait 3 points de touche pour être validée, pour être pertinente. Si elle n'a que 2 points de touche, on peut la transpercer comme du beurre et que personne ne la prenne en compte. Voilà. Et la deuxième règle, c'est par rapport aux mèches. En fait, il y a deux écoles. Il y a une école qui coupe les mèches, qui se permet de couper les mèches sur les bougies, et il y a une école qui prend en compte toutes les mèches. Moi, je fais les deux, les gars, tout simplement. De temps en temps, je suis plus pertinent en coupant les mèches, parce que les mèches, souvent, c'est des fausses cassures. On essaye de casser une ligne de tendance et on la réintègre tout de suite, et donc ça crée une mèche. Mais la ligne de tendance, parfois, bah, il faut couper la mèche pour avoir la vraie ligne de tendance. Donc voilà. Et par exemple, on va en tracer une là, je vais vous montrer. Donc voilà. Là, on a une tendance baissière. On va la mettre en rouge. Putain, c'est quoi ce rouge? Là, on a une ligne de tendance baissière et donc on a, depuis le point de touche, 1, 2, 3, 4. Et là, on la transperce. Et là, on fait un putain de breakout, les gars. Et souvent, en fait, quand Bitcoin veut se débarrasser d'un niveau, il fracasse tout. Voilà. Moi, c'est ça que j'adore avec Bitcoin, c'est qu'il tourne pas autour du pot, tu vois. Quand tu ouvres un trade sur le Bitcoin, dans l'heure, tu sais si tu as perdu, si tu as gagné, c'est réglé, c'est fini, tu vois. C'est bouclé. Euh, alors d'ailleurs, il fallait que je vous... Euh,
Non, bah, je crois que c'est tout en fait pour les tendances, pour les lignes de tendance, les ranges. Ouais, je pense que c'est tout. Donc après, on va voir les supports et les résistances. Alors les supports et les résistances, comme je vous avais expliqué, et ben en gros, c'est des niveaux horizontaux. Voilà, c'est des niveaux horizontaux en fait où le prix, dès qu'il arrive, dès qu'il touche ces niveaux-là, il est repoussé immédiatement. Donc là, par exemple, j'ai mis celle qui est en haut, celle qui est en bas. On est en 1 heure, on peut se mettre en 4 heures. Voilà, grosso modo, ça vous sert à bien englober la zone, à bien comprendre ce qui se passe, à situer votre prix en fait. Vous tracez la ligne de résistance au-dessus, la ligne de support en dessous. À chaque fois qu'on la touche, on se fait éjecter, propulser. Et voilà, et vous voyez exactement comment le prix évolue à l'intérieur de la zone. Parce que si vous voulez des supports et des résistances, des niveaux où le prix rebondit, on peut en tracer partout. Il y en a à peu près partout et il y en a dans toutes les time frames. Mais il faut essayer de pas trop, comme je disais, se surcharger de bruit, de machin, de trucs, parce qu'en fait, plus vous tracez des choses et plus vous vous mettez le doute. Plus, dès que le prix va arriver dans la zone, bah, vous allez vous dire, OK, bah là, il faut que je prenne une décision, il faut que je ferme, il faut que je machin, il faut que je truc. Oui et non, pas forcément. Tu vois, on voit qu'on a résisté dessus, mais juste après, on l'a cassé. Donc, voilà, moi j'évite de trop, comme je vous ai dit, j'évite de trop tracer de choses parce que j'ai commencé comme ça et en fait, à chaque fois que j'ouvrais un trade, ça me foutait le doute tout le temps. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on allait toucher une ligne, une trendline, une truc, c'était du sérieux, on allait se retourner, on allait ceci, cela. Donc non, il faut épurer le marché parce que de toute façon, en trading, le but, c'est pas de choper des tout petits mouvements, des miettes. Non, le but, c'est d'ouvrir des longs mouvements, c'est de capter toute la tendance. Le but, c'est de capter toute la tendance, tu vois. Après, je fais pas toujours ça, hein. Par exemple, des fois, surtout sur les alts, quand je fais du trading sur les alts, j'ouvre un trade et je le ferme 1 ou 2 heures après. Par exemple, le Caspa ce matin, j'ai pris 300% en 20 minutes, en une demi-heure, je l'ai fermé tout de suite. Parce que les alts, c'est pas pareil. J'ai pas autant confiance qu'en Bitcoin, tu vois. Bitcoin, je sais que quand il monte, il monte. Caspa, il peut me faire une montée fulgurante et puis tout ravaler tout de suite, tu vois. Et ça m'est arrivé ce week-end. Donc voilà, j'essaye de rien laisser s'échapper, tout simplement. Alors, encore une fois, le trading, l'investissement, c'est une chose. Vous pouvez pas trop vous entraîner à faire de l'investissement, à part graphiquement. Mais le trading, comprenez bien que au début, vous allez faire ça. Vous allez analyser des graphiques. Imaginons, là, on a une zone. Bon, on va faire un truc, voilà. Au début, vous allez analyser des graphiques. Vous allez tracer des zones. Vous allez simuler des trades, d'accord? Et vous allez voir si ça fonctionne. Comprenez bien que si vous ne validez pas vos analyses sur TradingView, vous ne serez jamais rentable en démo. Si vous n'êtes pas rentable en démo, vous ne serez jamais rentable en réel quand les émotions vont s'en mêler. Et le jour où vous serez en réel, les gars, comprenez bien ça. Faites pas la même erreur que moi à arriver en réel avec 2000 balles et puis à se faire éclater la gueule. Comprenez bien que le jour où vous arrivez en réel, si vous n'arrivez pas à multiplier 50 euros en 500 euros, si vous n'arrivez pas à faire un x10 avec 500 euros, vous n'arriverez pas à multiplier 1000 euros en 10 000. Vous n'arriverez pas à multiplier 10 000 en 100 000. Vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas le mental pour ça. Il faut commencer par simuler des trades. Si on arrive à valider des analyses sur TradingView, on passe en démo. Une fois qu'on ouvre des trades en démo, parce qu'il faut apprendre aussi à ouvrir, sécuriser des trades. Une fois qu'on gère le démo, on passe en réel, mais on commence le réel avec des petites sommes. Ça sert à rien d'arriver dans le game avec des 1000 et des 100 parce que vous allez vous faire latter la gueule par vous-même, par vos émotions. Donc les choses, ça vient petit à petit. Si vous n'arrivez pas à multiplier 10 balles, vous n'arriverez pas à multiplier 1000 balles. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà, par rapport que ce soit à l'investissement, on n'a pas le choix. Investissement, tu es obligé de poser ta thune pour voir ce que ça va donner, tu vois. Ou alors tu fais une analyse graphique et puis tu la suis pendant 3 mois. Voilà, c'est à toi de... chacun fait comme il veut. Après, les gars, là, je vous apprends des notions. Elles sont toutes plus pertinentes les unes que les autres. Et surtout, vous avez mon analyse Bitcoin tous les jours, etc. On va évoluer ensemble, tu vois. Si vous voyez une zone, une opportunité, un truc ou quoi, et que vous voulez ouvrir un trade, faites-le. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas votre père, hein, ou quoi que ce soit.
mais faites les choses dans l'ordre parce que le marché, il va pas rigoler avec vous. Il va pas rire, vraiment. Il va se passer des choses que vous pouvez pas prévoir, en fait, et que votre analyse ne va pas prévoir. Et quand tu te manges un grand crash dans la gueule, eh ben, toute ton analyse, tu peux l'acheter. Tu vois, tu n'as plus qu'à recommencer de zéro parce que c'est un reboot, en fait. Quand il y a un grand crash, c'est un reboot. C'est juste pour nettoyer le marché de tous les traders, générer de la liquidité, et puis c'est reparti, en fait, tout simplement. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc voilà, je vous donne des zones, des trucs. Là, par exemple, sur le dernier mouvement baissier, bah, on va avoir une zone de recharge et c'est très possible que le prix résiste en fait dans cette zone. Et à partir de là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va attendre un changement de structure. Pour l'instant, le marché, il est ultra haussier. On va se mettre comme ça. Pour l'instant, le marché, il est ultra haussier. Tam, 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 tam. Il est où mon tracé? Alors, imaginons. On imagine, hein, on n'est pas devin, les gars. Faut faire avec ce qu'on a hein, sur le graphique. Il faut jamais rien espérer du marché. Parce que quoi que tu as prévu, ça se passera pas comme tu as prévu. Mais ça va peut-être bien se passer pour toi, tu vois. Donc voilà, imaginons, on arrive dans la zone et là, on se fait violemment rejeter. On essaye de la recasser, on se fait violemment rejeter. Et ben à un moment, on va faire un changement de direction, c'est-à-dire qu'on va casser des plus bas. Là, on va se rendre compte qu'on va avoir qu'à un moment, en fait, on va arrêter de faire des sommets, même après avoir fait un petit canal baissier, etc. On n'arrivera pas à repasser. Et donc, le marché va faire un nouveau plus bas que ça, ou plus bas que ça, que ce point bas, parce que là, c'est celui-là, le point bas, là. Et ben, si on va casser l'ancien plus bas, et ben après, tout le monde va s'aligner. Et quand le marché va venir remonter, et ben, il dépassera pas encore, il dépassera pas tout ça, et il va se cracher la gueule. Alors maintenant, comprenez une chose, c'est que les lignes qu'on trace là, les trendlines et tout ça, ça reste des lignes imaginaires, les gars. C'est imaginaire, hein, tout ça. On fait des tracés et tout, des zones, des machins. C'est ultra pertinent, c'est ultra qualitatif ce qu'on fait. Mais c'est imaginaire, ça n'existe pas. Il faut jamais oublier de regarder le marché, ce que fait le marché, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a cassé une ligne de tendance, par exemple ici, on pouvait casser cette tendance et on pouvait réintégrer et retomber en dessous. Mais à partir de là, on aurait compris que la tendance est cassée. Ça fait des jours qu'on essaye de la péter, on n'y arrive pas. La tendance est cassée. Donc même si on revenait faire un nouveau plus bas, et ben, tant qu'on ne faisait pas un plus bas que celui-là, on aurait pu faire ça en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours interpréter le marché avec les plus bas et les plus hauts. C'est aussi simple que ça. Là, on aurait cassé la tendance. Si à partir de là, Bitcoin se serait craché la gueule comme ça, et ben, tant qu'il ne faisait pas un plus bas que celui-là, pour moi, on est toujours à la hausse. Et on repart. Et on s'inverse. Donc voilà, ça fonctionne toujours de la même façon. Ça évolue dans des escaliers en faisant des points hauts, des points bas, et c'est comme ça qu'on tire son épingle du jeu. Maintenant, comme je vous dis, il y a des trucs qu'on ne peut pas prévoir. De temps en temps, il y a des mouvements que tu peux pas prévoir, et si t'as pas sécurisé, bah, soit tu perds ce que tu as gagné, soit tu te prends un SL en pleine gueule, et puis il faut accepter la perte. Ça fait partie du jeu. Il faut gagner, il faut perdre, il faut plus gagner que perdre. Euh, Ici, dans cette baisse-là qu'on s'est mangé pendant 3 jours, j'avais identifié 3 points d'entrée, et je vous les avais tous mis dans ma story en plus et je vous en parlais, etc. On a ci, on a ça, on a eu une zone de recharge ici, mais on a une zone de recharge à la vente juste après, etc., etc. Et les 3 points, ils étaient parfaits. C'est-à-dire qu'à à aucun moment, on repassait au-dessus de mes zones d'entrée que je vous ai fait. On pourrait aller faire un tour sur mon graphique à moi, sur mon TradingView pour que je vous montre, mais bon, ça va être un peu galère là avec les comptes et les merdes. Donc voilà, support, résistance, trendline, comme je vous ai dit. Moi, je connais des gens qui trade uniquement avec ça, en traçant des supports, des résistances en 4 heures, en 1 heure, en 4 heures, et ils tracent des trendlines, et dès que les trendlines sont cassés, ils vont attendre que ça vienne retracer, et puis ils attendent des points bas, des points hauts, des machins, ils ouvrent des trades en 4 heures, et ils sont ultra rentables à faire que du swing, que des grands trades, des longs trades qui durent plusieurs jours, en 4 heures, etc. Je connais des gens qui font du trading que avec ces trois notions-là. C'est tout. Voilà. Moi, je rajoute beaucoup de choses parce que je fais du trading très court terme, très intense et qui envoie du pâté. Parce que les gars, moi, je suis rentré, comprenez bien ça, hein, l'investissement par rapport au trading, c'est pas pareil, hein.
Moi, je suis rentré à 93 000 et des 93 200 ou 93 300. Ici, je suis déjà à 600%, à plus de 600%. Je suis en x6 sur mon investissement. Si vous, vous aviez acheté du Bitcoin ici, bah là, vous auriez eu plus 5% ou un truc comme ça, tu vois. Vous auriez jamais fait un x2 ou quoi que ce soit. Donc le trading, ça envoie du pâté, mais il faut être précis et il faut avoir un putain de sang-froid. Croyez-moi, c'est pas, des fois, c'est pas de la tarte. Des fois, c'est pas de la tarte quand ça retrace, hein. Voilà, on a fait ça. Donc oui, je voulais vous parler justement de l'order flow. L'order flow, ça va être par exemple au sens du marché. Ça va être par rapport, ça va être le sens du marché en fait, par rapport au point haut et au point bas. Donc comme je vous disais, on va aller sur un graphique. Peut-être que là, il n'y a rien. Voilà. Là, on a un graphique du BTC qui est assez vierge. Ok. Donc là, on est en daily, donc on voit tout depuis des mois. Ok, on a une vue globale. Non, en vrai, je pense que je vais le mettre en 4 heures, comme ça on va bien comprendre. Il faut s'amuser à décortiquer le marché, les gars. OK? Donc, donc là, OK, on a fait une grande impulsion. On a fait une grande impulsion. On a eu un point bas ici. On a eu un point haut ici. On a eu un point bas ici. Un point haut, un point bas. Donc là, jusque-là, on est haussier, hein. Des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. Bam. Et là, le marché commence à s'inverser. Donc jusque-là, tout va bien. Mais par contre, ici, on fait un point bas qui vient casser ces deux-là. Donc là, ça commence un peu à puer. Ici, on fait une impulsion qui vient casser ça, mais qui casse pas ça. Et donc là, on commence à être mitigé. On commence à se dire, OK, là, on est entre deux. Est-ce qu'on va partir à la hausse? Est-ce qu'on va partir à la baisse? Donc là, pendant quelques jours, on prend pas trop de risques, OK. Et là, boum, on voit qu'on fait un putain de point bas de sa grand-mère qui vient casser tous les points bas qu'on a eu avant. OK? Et là, on fait quoi? Putain, un point haut qui vient casser celui-là. Et là, par chance, ou voilà, hein, il faut être content de ça. Donc là, on fait des points bas, des points hauts, des points bas. Donc là, on est baissier, on repart à la baisse dans un canal baissier. On tombe comme une pierre à cause des news. Ça, c'est Trump, cet enfoiré là, qui veut taxer tout le monde. Et là, par chance, on fait un point bas qui n'est pas plus bas que celui-là. Donc maintenant, il faut espérer, en fait, enfin, si on veut que le bull run continue, après chacun son point de vue, il y en a qui veulent qu'il retombe à 70 000 pour l'acheter plus bas. Donc, là, en fait, on est dans la situation où Bitcoin, là, il est entre deux. Soit il fait un plus bas qui vient casser celui-là, et dans ce cas-là, c'est la merde. Tout le monde va acheter des mouchoirs et des couches, et puis pendant plusieurs semaines, ça va être la descente tada, et on va aller recharger plus bas. Et pour un tas de raisons, on peut aller recharger plus bas, hein, je vous en parlerai plus tard, ou peut-être après, si on a le temps. Et sinon, pour que ça continue, et ben, tout simplement, il faut qu'on descende là. On peut recharger, on peut descendre là, mais il faut pas qu'on descende plus bas que ça. Il faut qu'on descende par là, là, dans ces eaux-là, ou dans la zone de recharge, hein, tout simplement, et qu'on reparte. Et qu'on casse à un moment ou à un autre. On peut évoluer là-dedans, hein, pendant des semaines, on peut évoluer là. Et faire un canal baissier, nanana, et continuer comme ça. Mais il faut pas qu'on casse ce plus bas là, et à un moment ou à un autre, il faut qu'on casse ce plus haut là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça se passe toujours comme ça et on décortique le marché de cette façon. En daily, en 4 heures, on fait des plus hauts, des plus bas énormes. Mais entre ce plus haut-là et ce plus bas-là, eh ben, il y a eu 5 ou 6 tendances baissières, 5 ou 6 tendances haussières, des petits canaux baissiers, des petits canaux haussiers, des petits machins, des semi-retournements. On y a cru, en fait, non. Et voilà, et il faut tout le temps, tous les jours, interpréter le marché. En fait, il y a des sessions de trading, c'est-à-dire que la nuit de 1 heure du matin à 6 heures ou je sais plus combien, c'est les Asiatiques qui ont la main parce que c'est leur place boursière qui est ouverte. Il fait jour chez eux et nuit chez nous. Le matin, c'est l'Europe parce que ça ouvre sur les coups de 8 heures ou je sais plus combien. Et l'après-midi, c'est Wall Street, c'est les USA et c'est là qu'il y a toute la liquidité qui est balancée sa mère et c'est là qu'il y a des gros mouvements. Et c'est pour ça que tous les jours, je vous dis, ouverture de New York à 14 heures, c'est eux qui vont donner la direction. Parce que c'est eux qui donnent la direction.
Le marché a planté, 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 planté. Et bah, ça là, c'est merci Wall Street, tu vois. C'est Wall Street qui a dit, allez, on pousse, tu vois. Si Wall Street avait dit, allez, on se casse la gueule, et ben, on serait là à ce moment-là, tu vois. En ce moment, on serait là. Donc, tous les jours à la même heure, Wall Street ouvre et donne la direction. C'est aussi simple que ça. Et moi, je trade dans ces heures-là parce que c'est là que le marché est le plus volatile. C'est là qu'il bombarde à fond dans un sens. Et surtout, c'est là qu'il répond le mieux à mes analyses parce que j'ai les mêmes outils que les mecs de Wall Street tout simplement. Mes zones sont les mêmes que les leurs parce qu'elles sont pertinentes. Et ça fait que tous les jours, voilà, le marché, mes analyses sont pertinentes dans ces heures-là et moins dans les autres heures. Dans les autres heures, mes zones de recharge, eh ben, elles tiennent un peu moins, souvent elles se font traverser, etc. Et pendant les heures de Wall Street, c'est ultra précis et ça fait du sale. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour le sens du marché, pour les tendances, les résistances, etc. Donc tout ça, les gars, déjà, je pense que vous avez du grain à moudre. Vous avez du grain à moudre dans le fonctionnement des marchés, comment ça marche. Plus tard, on va commencer à rentrer dans les indicateurs vraiment. J'ai un indicateur qui vous montre exactement la session, à quel moment elle commence, à quel moment elle finit, etc. Donc vous savez vos heures pour trader, etc. Ah oui, on va voir encore une chose, c'est parce qu'après là, on aura fait le tour pour les résistances et les supports. C'est les résistances et les supports mobiles. Il faut qu'on voit ça maintenant, comme ça on est débarrassé et on a tout ce qu'il faut. Alors, les tendances, donc comme je vous ai dit, vous tracez une tendance, après vous pouvez la coloriser, la colorer. Putain, qu'est-ce que j'ai avec coloriser, moi? Ici, là-dedans, vous pouvez appuyer, vous pouvez la mettre en pointillé, vous pouvez la rendre plus grosse, vous pouvez régler l'opacité, faire tout ce que vous voulez, comme tous les indicateurs. Alors, on va aller dans... Il vous faut les moyennes, les gars. Les moyennes, c'est super important. Peu importe ce qu'on fait, c'est super important. Alors, en fait, on a donc des résistances obliques, on a des résistances horizontales et on a des résistances mobiles. Vous allez aller dans indicateur et vous allez taper EMA et vous allez cliquer sur moyenne mobile exponentielle. Et donc là, ça va vous ajouter votre premier indicateur ici. Donc vous avez, attends, j'en ai déjà deux, donc je vais supprimer. Normalement, d'origine, elle est comme ça. C'est la EMA9. Donc vous allez sur la petite roue là, configuration. Et vous allez dans paramètres d'entrée et vous mettez longueur 50. Longueur 50 et je vais la mettre en orange. Ok. Longueur 50 orange. Ok. Et maintenant, vous m'en ajoutez une deuxième moyenne. Et cette fois, vous allez faire 50 dans la longueur et vous allez aller dans plage temporelle et vous allez mettre 4 heures. Putain, j'ai tout le temps des trucs de zoom à bouger là. 4 heures. Ok. Longueur 50 et en 4 heures. Bam. Alors, il faut que je vire tous les trucs de zoom, comme d'hab. Où est-ce que je vais faire ça? Ok. Donc voilà, là vous avez les moyennes principales. D'ailleurs, regardez ici mes time frames. C'est les seuls que vous allez utiliser. Toutes les autres. Oh putain, mais j'ai plus de batterie ou quoi, moi. C'est les seuls time frames que vous allez utiliser. Toutes les autres time frames, on s'en sert pas en fait. Elles sont pas pertinentes, elles servent à rien. Donc voilà, moi en tout cas, c'est les seuls que j'utilise. J'utilise pas le H2, j'utilise pas tout ça. Alors les moyennes mobiles, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc là, on est en M15. La moyenne mobile 50 en M15 en 15 minutes, c'est la plus pertinente pour faire du trading, pour faire du trading court terme. Regardez cette moyenne. En fait, là, une moyenne mobile, c'est une ligne qui suit le prix. Donc à chaque nouvelle bougie, la ligne s'agrandit, ça avance. Et en fait, cette ligne, elle fait une moyenne des 50 dernières bougies, d'accord? Et donc, c'est un prix de référence pour beaucoup de traders, d'accord? C'est la moyenne mobile la plus tradée, c'est la moyenne mobile 50. Il y en a des autres, il y a la moyenne mobile 100, la 300 daily, nanana et tout, mais
tout ça, c'est des moyennes qu'on va toucher une fois tous les 6 mois, tu vois. Donc là, je vous ai donné les deux moyennes directrices, vraiment, qui dominent tout. Je vais vous expliquer vite fait comment ça fonctionne. Une moyenne, en fait, c'est une résistance ou un support mobile parce qu'elle suit le prix, elle évolue en même temps que le prix, et c'est un prix de c'est un niveau de référence pour les traders. Tout simplement parce que, regardez là, la moyenne mobile, donc en 15 minutes, la 50 en 15 minutes, pas dans une autre time frame. Là, je vous parle de la 15 minutes. Regardez comment elle retient le prix. Le prix, là, on essaye de la traverser, on est retenu. On essaye de la traverser, on est retenu. Boum, on se casse la gueule. On essaye de la traverser, boum, on se casse la gueule. Et à chaque fois qu'on la touche ou qu'on s'en rapproche, on n'arrive pas à la passer. Si je la prends dans un autre sens, bon là, la tendance était un peu violente. À la hausse, ça nous donne à peu près la même chose. Voilà, en fait, à chaque fois qu'on vient toucher cette moyenne, il se passe quelque chose, tout simplement. Cette moyenne, elle va retenir le prix, retenir le prix, retenir le prix, retenir le prix. Et donc, ça sert à plusieurs choses. Quand le prix vient taper cette moyenne, parce que moi, j'ai fait du trading très court terme, hein. De temps en temps, j'ouvre un trade par exemple là, je trace ma zone de recharge, je vais rouvrir un trade là, je peux le couper là, 30 minutes après ou 1 heure après, tu vois. Ça, c'est mon style de trading, je peux le couper. Ouais, non, là, c'est pas. On va dire, imaginons que je l'ouvre là, je peux le couper ici. Voilà, et attendre genre 2-3 heures et puis couper mon trade, tout simplement. Et donc, cette moyenne, en fait, quand on vient la toucher, quand on vient rebondir dessus ou la traverser, je commence à essayer de comprendre un peu ce qui va se passer, où le marché va. Si on retrace ou si on la récupère, par exemple, regarde là, on fait une impulsion. Ici, on fait un canal baissier. Voilà, il a corrigé salement, mais on n'est pas descendu plus bas que ça. Et ben là, quand il repart, il récupère la M15. Il récupère la moyenne M15, tu vois. Et boum, il la suit, il la suit, il la suit. Et ici, on voit que pareil, au moment de la casser, on a rebondi plusieurs fois dessus. Ça montre à quel point cette moyenne-là, les gars, elle est pertinente de fou. Regardez comment on suit et on soutient le prix. Alors, encore une fois, le marché est fractal. Donc, si tu changes de plage temporelle, de time frame, eh ben, la moyenne va changer parce que du coup, elle va calculer d'autres bougies, elle va faire une autre moyenne d'autres bougies. Donc, par exemple, la M30, elle est super pertinente aussi. Et du coup, elle se trouve un peu plus bas dans une tendance haussière, un peu plus haut dans une tendance baissière, mais regarde, dès qu'on la touche, comment elle retient, etc. Et donc, voilà, en fait, à quoi ça me sert les moyennes mobiles? À quoi ça me sert? Imaginons une fois que j'ai ouvert un trade, eh ben, je vais observer les moyennes mobiles pour voir si on est retenu ou si on la casse. Par exemple, j'ouvre un trade, je vais mettre en 1 minute pour bien que vous compreniez. Pour bien que vous compreniez. Je vais mettre en 1 minute. Voilà. Donc, imaginons, boum, on a le retracement dans ma zone de recharge de ce matin. Ça, c'est ce matin. Ça, c'est à 14 heures. Voilà. Donc, à l'heure d'ouverture de New York, hein, New York, ça ouvre à 14 heures, les gars, boum. Voilà, ça, c'est New York. OK? C'est la session de New York tous les jours. Donc là, on vient, on retrace là-dedans. Et bah, dès qu'on repart, donc là, en fait, on se fait rejeter à chaque fois par la moyenne mobile 1 minute, enfin par la 3 minutes plutôt. Mais on se fait rejeter par la 3 minutes. Mais en fait, quand je lance un trade, imaginons que j'ouvre un trade ici, là, comme je vous avais montré. Là, je vois qu'on réintègre la moyenne mobile. Mon objectif, ça va être de ne pas la perdre. D'accord? Là, on est dans la moyenne en 1 minute. Quand je vois qu'on perd la moyenne 1 minute, je passe en 3 minutes pour voir comment ça s'est passé. Et là, je vois que donc c'était cette impulsion. Et bah, dès qu'on vient toucher la 3 minutes, elle nous retient. Voilà. Ça me sert à ça, en fait. Quand j'ouvre un trade, ça me permet de suivre l'évolution et de voir si on casse les moyennes mobiles ou si elles nous rejettent. Et donc, la deuxième moyenne mobile que je vous ai fait créer, là, c'est la 50 en 4 heures. Et en fait, je vous ai fait, comment dire, c'est une moyenne 50 en 4 heures, mais je veux qu'elle soit tout le temps affichée. Cette moyenne-là, il faut qu'elle soit tout le temps affichée. Peu importe que je me mette en 3 minutes, 1 minute et que j'ai ma moyenne 50 en 3 minutes ou en 1 minute, je veux tout le temps voir ma moyenne
50 H4 en 4 heures, tout simplement parce que c'est la moyenne à court terme la plus énervée et la plus pertinente, ok? Regardez, ça c'est des énormes mouvements. Là, on est en 15 minutes, les gars, par exemple, là, on est à 109 000, là, on se pète la gueule à 100 000, on perd 9 000 points dans cette baisse. Et ben, on est retenu par la 4 heures. On est retenu par la moyenne 4 heures, d'accord? La moyenne 4 heures, elle nous retient là, elle nous retient là, 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 même si on bave un peu, parce que c'est des mouvements d'une amplitude énervée, c'est celle-là qui nous retient. Ici, 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 pile poil ici. Putain, ça c'était beau. Celle-là, je l'avais pris ce trade en plus. Pile poil dessus. Et là, pour casser ça, forcément, il faut ça. Il faut un truc comme ça qui fracasse tout. Parce que sinon, les acheteurs, ils sont là, mon gars, et ils disent non, ils disent non. Et donc, une fois qu'on l'a cassé, eh ben, ça devient un support mobile. Et dès qu'on vient la toucher, boum, on est rejeté. Et boum, on est rejeté. Et là, on la passe, donc on la passe avec un putain de break, hein. Encore une fois, je vous dis, pour break ça, là, tu vois, regarde, là, on vient là, et on se fait rejeter. Et bah, pour la casser, on break ça. On break ça et après, pour la repasser dans l'autre sens, pareil, il faut la rebreak énervée. Et donc, ça se passe toujours comme ça. Ça veut dire que là, quand le prix va venir toucher ça, c'est autour de la fermeture du gap CME. Et ben ici, je clôture mon trade, les gars. Ici, je clôture. Pourquoi? Parce que j'aurais pris 9 000 points. Et moi, mon but, c'est pas de laisser l'argent s'envoler. Je veux le récupérer. C'est ça l'objectif. Donc, je vais close le trade ou alors je vais encaisser 90%. Et puis, si ça y va, ça y va, ça y va pas, ça y va pas. Mais c'est ça. Si quelque chose doit me retenir, c'est ça. Ça va me retenir énervé. Les vendeurs, ils vont être là. Et en plus, si je me mets à tracer ma zone de recharge, je sais pas si celle-là, ça va le faire. Eh ben, si. Mon point de retournement, c'est la ligne rouge. Et ben là, le temps qu'on y arrive, on y sera presque. Et donc moi, je suis sûr que ici, là, il va se passer un bordel demain, tu vois, ou après-demain. Donc voilà, je vais close mon trade ici parce que moi, pour moi, le but, c'est d'encaisser. C'est pas d'attendre 3 semaines que ça retombe à zéro et que je l'ai dans le cul. Donc voilà, ces tendances, ces moyennes mobiles-là, c'est vraiment celles pour moi, pour faire du trading court terme, en tout cas, c'est celles qui font vraiment le taf. Après, pour le long terme, on a donc, ça c'est la bleue, c'est la 4 heures, ok? Après, pour le long terme, on a la daily, donc la 50 daily, mais celle-là, on la touche très rarement. La 50 daily, donc cette fois, c'est la jaune. Je vais enlever la 4 heures. Vous pouvez juste euh, rendre invisible vos indicateurs avec le petit œil. La daily, la 50 daily, elle fait le taf de ouf, mais on la touche très rarement, d'accord? Voilà, on l'a touché là. Par contre, à chaque fois qu'on la touche, c'est précis, les gars. Quand on la touche, c'est rebond immédiat. Ça, c'est une poche de liquidité des familles que, voilà, vous voyez, regardez cette putain de mèche qui vient clôturer juste au-dessus, quoi. Non, mais what? Et donc aujourd'hui, on l'a défoncé, cette moyenne. J'avais même pas vu d'ailleurs. Donc voilà, celle-là, elle retient vraiment beaucoup le prix, mais après, c'est à vous d'aller vous pencher là-dessus. Donc pour moi, les gars, un marché est haussier tant un marché est haussier tant qu'il est au-dessus de la moyenne daily, en 50 daily. Une fois qu'on la perd et qu'on est vraiment repoussé et rejeté par cette moyenne-là, pour moi, on est vraiment baissier. Donc il y a celle-là et après, il y a la weekly. Mais la weekly, les gars, on la touche une fois tous les ans. Voilà, la weekly, on la touche une fois tous les ans ou tous les 2 ans. Par contre, quand on la touche, c'est encore une fois, les gars, regardez cette clôture. Regardez cette clôture. Et genre, c'est des niveaux qui rigolent pas du tout. Tu vois, les moyennes mobiles 50, pour moi, c'est le truc, c'est les plus pertinents, tout simplement. Voilà, c'est les niveaux de référence les plus pertinents avec les niveaux de résistance, ça va être support, résistance, trendline, moyenne mobile et les zones de recharge qu'on va apprendre à tracer dans le prochain épisode. Donc, la prochaine fois qu'on va se voir, on va parler presque uniquement de ça et de toutes les façons de l'utiliser. C'est cet outil-là qui va tout changer pour vous, les gars. Et j'aurai un tas d'exemples à vous expliquer.
Je vous expliquerai tout, comment ça fonctionne, comment ça a été créé, etc. On fera tout l'historique. Donc voilà, après, si vous avez une question à poser ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, les gars, s'il y a un truc que vous comprenez pas, moi, je peux vous faire une vidéo screenshot en 5 secondes, je vous refais la notion, je vous fais tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est que tout le monde comprenne, c'est qu'on ait tous des yeux sur les marchés, qu'on soit partout et qu'on défonce tout. Et donc là, le temps qu'on parle, les gars, le temps qu'on parle de tout ça, donc en 1 heure, Bitcoin, il était là, il n'avait pas encore cassé son plus haut. Bah là, ça veut dire que mon trade, là, il doit être pas loin des 700%. Je vais guetter et après, je vous laisse. Je vous dis juste à combien on est. On est à... Les gars, je vous avais dit 700%, non? On est à 699%. Je vous l'enverrai dans le groupe, comme ça vous la verrez. Bon, allez, je vous laisse à toutes les gars. Bonne soirée, bonne santé, bonne anniv, bon app. Allez, bisous. C'est ça.